Spectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom sur. Puisqu'une épidémie peut affecter la vie sociale et économique d'un pays, une réunion de l'OMVS tenue en 2020 avait retenu le caractère d'urgence de portée internationale de santé publique de l'épidémie de la Covid-19. Notre pays avait imposé une surveillance continue de la situation et de la propagation de la pandémie. Afin de dresser le bilan de ces années de pandémie, de mieux connaître les mesures mises en place par les pouvoirs publics dans le cadre d'un plan global de riposte et les perspectives pour le pays, nous revenons sur les points forts de la conférence de presse du ministre de la Santé, point de presse tenu la semaine dernière. Je reçois sur mon plateau ce soir Madame Dr Zeyneboum Thaïdi, qui est inspectrice au ministère de la Santé. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce studio pour cette émission. Pour moi. Avant de commencer, nous allons suivre ensemble ce reportage de mon confrère Mohamed Oul-Khattat relatif au point de presse du ministre de la Santé. 2 ans jour pour jour, 13 mars 2020, 13 mars 2022, après l'apparition de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays, l'heure est au bilan. 2 ans d'efforts du gouvernement que le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahab, a présenté lors de cette conférence de presse tenue sur la thématique stratégie de riposte à la pandémie Covid-19, bilan et perspectives, au cours de laquelle il a évoqué les points importants qui ont caractérisé la gestion de la pandémie, commençant par les mesures prises par l'État pour limiter la propagation du coronavirus, en passant par le processus de vaccination qui a été mis en place et la stratégie de suivi-évaluation qui a accompagné cette gestion de la pandémie. Le ministre a indiqué que la volonté politique a été fortement présente dans la gestion de la Covid-19, conformément aux directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Cette volonté politique, a-t-il dit, a été caractérisée par la mise en place d'un plan de riposte qui a permis de mettre en synergie les efforts de tous les départements concernés par l'entremise d'un comité interministériel chargé du suivi et de la lutte contre la pandémie, ainsi que la gestion rationnelle d'un important fonds qui a été mobilisé et orienté vers des politiques d'appui aux citoyens pour atténuer les répercussions de la crise sanitaire. Le ministre a indiqué que ces mesures ont été accompagnées par l'organisation de campagnes de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national visant à la sensibilisation des populations sur la gravité de la pandémie et l'impérieuse nécessité de se faire vacciner, indiquant que le ministère a adopté une stratégie de vaccination basée sur le principe de flexibilité. Au sujet des perspectives du département, le ministre a révélé que le renforcement de la vaccination a été mis au cœur des politiques de développement, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Le département prévoit également le renforcement de capacités des structures sanitaires et l'amélioration des conditions de leur personnel afin de se préparer aux éventuelles situations d'urgence. Passé cette présentation du bilan de 2 ans d'efforts du gouvernement et de ses partenaires, la parole est revenue aux journalistes pour poser leurs questions relatives à ce sujet et auxquelles le ministre a répondu sans détour, soulignant que la pandémie de la Covid-19 a contribué à l'amélioration de l'expertise du personnel sanitaire national dans la lutte contre les urgences épidémiologiques. Docteur, quels sont les objectifs visés par cette conférence de presse du ministre de la Santé? En fait, les objectifs de cette conférence, c'est surtout qu'on est en fin de pandémie ou qu'on se dit en fin de pandémie. Parce qu'en fait, les nouveaux cas ont presque disparu. Le ministère a beaucoup travaillé. Et là, il voulait rendre compte de ce qui a été fait durant toute cette pandémie, surtout la dernière, c'est-à-dire l'Omicron, que le ministre a très bien géré. Et c'était pour un peu dans la politique de la transparence aussi du gouvernement et surtout notre département, qui est le ministère de la Santé. Et il fallait parler de ça, il fallait parler à la population, expliquer ce qui a été fait, et les failles, les points forts, les points faibles. Et ça a été très bien fait. J'ai assisté, vraiment, il n'y avait rien à dire. Quelles sont les grandes lignes de la riposte nationale face à la pandémie? Alors, dans la politique, d'abord,
les plus grandes lignes, c'est surtout la préparation, l'amélioration du plateau technique des structures sanitaires pour les préparer à toujours accueillir une pandémie, quelle que soit cette pandémie. Parce que nous avons pas seulement eu l'Omicron, mais il y avait en même temps, parallèlement, une pseudo-crise de fièvre hémorragique. Heureusement, qui n'a pas duré, et ça nous a inquiété un peu, mais le gouvernement, le ministère était prêt à attaquer, parce qu'il était là, il était préparé. Donc non seulement mettre les structures dans les normes, mais aussi préparer les staffs techniques, le personnel de la santé, les hôpitaux à recevoir les malades graves, mais préparer les sites de vaccination, préparer les sites de dépistage, et ça a été vraiment une réussite pour le ministère de la Santé. La campagne de vaccination s'est déroulée en plusieurs étapes. Il y a eu une première campagne, il y a eu une deuxième, il y a eu une troisième. Comment ça s'est passé? Comment elle était organisée, la campagne? Vous savez, dès qu'il y a eu l'Omicron, moi j'ai assisté surtout au Omicron, et là je le connais très bien. Dès qu'il y a eu, on a annoncé l'Omicron, c'était une surprise. Il était tellement rapide, il était d'une extension extrêmement rapide. Il nous a surpris un peu, mais en 48 heures, avec l'expérience du staff technique du ministre d'abord lui-même et son staff, ils ont pu riposter, ils ont pu préparer les structures à riposter contre ce micron. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le ministère a fait des commissions régionales. Moi, par exemple, je ne suis pas membre de son cabinet, mais j'ai été, avec mon expérience, on m'a mis au niveau de la région de Nouakchott-Ouest. Chaque conseiller, chaque chargé de mission, chaque directeur central, plusieurs directeurs centraux ont été désignés pour diriger superviser une wilaya, par exemple, quelques wilayas même, pour essayer, avec les autorités locales, avec le wali, les hakim, les élus et aussi la société civile, pour pouvoir voir comment se préparer. C'est à la sensibilisation pour la vaccination. Il y a eu beaucoup de sites qui ont été ouverts et il y a eu une sensibilisation qui a été aux normes, et il y a eu le dépistage aussi. Donc il fallait dépister, il fallait vacciner et il fallait traiter aussi. Mais la plus grande tâche, c'était surtout la sensibilisation pour la prévention. La prévention pour protéger les personnes vulnérables. Donc il fallait sensibiliser sur les moyens de protection, le masque, la distanciation, le fait d'éviter les attroupements, les marchés, et pour essayer que les gens prennent conscience qu'il y a des gens qui sont très vulnérables, même s'ils sont vaccinés, ils sont vulnérables. Et ça, c'est vraiment très important. Ça a joué un grand rôle. Cette sensibilisation a joué un très grand rôle, mais aussi la prise en charge dans les centres, parce qu'il y a eu un nouveau centre qui a été ouvert uniquement pour la pandémie. C'est un centre Khalifa. Qui est à côté de la cardiologie. C'était vraiment... Mais il y avait aussi les autres centres hospitaliers qui étaient prêts à accueillir les malades. Mais ce qui est vraiment important à signaler ici, c'est que malgré la rapidité de la transmission de ce virus, et malgré... C'est-à-dire qu'il a été une surprise pour nous, il nous a surpris. La réponse a été rapide et les dégâts étaient minimes. Ce n'était pas comme les autres, la première pandémie. Là, nous étions expérimentés, nous étions prêts à travailler pour accueillir ou pour riposter, pour essayer de juguler cette pandémie. Et elle a été très bien. Docteur, malgré tout cela, il y a des personnes qui sont restées des anti-vaccins. Comment vous expliquez ça? Absolument. Mais ça, vous savez, ça c'est la culture mauritanienne. Les Mauritaniens, ce n'est pas seulement toi et moi, les Mauritaniens cultivés, les Mauritaniens qui sont ouverts, qui voient le monde. Il y a des gens qui ont des principes. Et moi, je me rappelle que même pour les vaccins des enfants qui ont révolu l'histoire de l'enfant, même les vaccins de l'hépatite, la polio, tout ça, je me rappelle qu'il y a des gens qui se sont opposés à ça et qui disent qu'ils ne peuvent pas faire ça parce qu'ils ne sont pas convaincus. À plus forte raison, la nouvelle pandémie, parce qu'il y a eu beaucoup de controverses au début, surtout au niveau des savants. Oui, il faut faire le vaccin, il ne faut pas faire le vaccin. C'est un virus, non, ce n'est pas un virus. C'est quelque chose qui a été dirigé contre le tiers-monde, alors que c'est surtout l'Occident qui a été le plus touché. C'est la Chine, les pays les plus développés, les États-Unis qui ont été les plus touchés. Donc, il y a eu une réticence, mais je pense qu'actuellement, elle n'est pas si importante que ça.
Les anti-vaccins. Les anti-vaccins, voilà. Les gens qui sont contre le vaccin. Voilà. Mais vous affirmez aujourd'hui que le vaccin est utile et qu'il a protégé. Moi, je confirme, comme vous pouvez l'appeler, je confirme que le vaccin est utile pour les personnes vulnérables. C'est-à-dire que les personnes vulnérables qui ont été atteintes de ce virus n'ont pas eu vraiment des signes graves. Ils ont évité l'hospitalisation, ils ont évité l'oxygène aux malades. Mais il y a des personnes qui sont très, très, très fatiguées. Mais le vaccin ne peut pas les protéger. Par exemple, les personnes qui sont immunodéprimées, les personnes qui sont diabétiques, c'est toujours l'immunodépression. Hein. Les immunodéprimés primitifs ou secondaires, ça c'est un peu difficile. Mais quand même, je pense que les résultats, c'est-à-dire que le nombre de décès qu'il y a eu pendant ce Covid est moins important proportionnellement que ce qui a eu, qui s'est passé dans les autres continents ou les autres pays voisins. C'était vraiment... Il a été bien jugulé. On dit qu'à quelque chose de malheur est bon. Est-ce qu'on peut dire que le fait que la Covid-19 est arrivée dans notre pays nous a servi? Parce qu'il y a eu des formations, il y a eu des plateaux, etc. Quelle était la situation et quelle est la situation après? Absolument. Maintenant, nous avons d'abord les ressources humaines, les staff de la santé est toujours prêt à riposter, à accueillir toute pandémie ou à travailler contre toute pandémie qui arrive. Parce que les hôpitaux sont prêts, l'oxygène est partout. Les lits médicalisés tous les hôpitaux ont été dotés de lits médicalisés, mais aussi il y a des protocoles qui sont là au niveau du ministère. Et chaque fois qu'on annonce, par exemple, la fièvre hémorragique, elle a été très bien. Elle a été très bien jugulée. Moi, je trouve que elle n'a pas duré. Elle n'a pas duré parce que les gens étaient prêts. Les gens étaient prêts, ils ont une expérience du Covid, ils ont déjà une expérience du Crimée-Congo qui était là les années 90 et qui nous a surpris au début et qui a fait perdre beaucoup de gens. Mais après, dès qu'ils se sont préparés, c'est fini. La fièvre hémorragique n'est plus un problème de prise en charge, ne pose plus un problème de prise en charge vraiment parce que les gens sont avertis. Comment se fait la prise en charge pour les personnes atteintes de la Covid? Pour la Covid, il y a des personnes qui sont porteurs, les personnes qui sont malades, mais il y a les personnes qui sont très malades. Bon, les personnes porteurs, il y a un confinement qui a été fait. Il faut confiner pendant 2 semaines ou 10 jours, et puis après se contrôler, et puis quand c'est négatif, c'est bon. Les personnes qui sont malades, qui ne sont pas gravement malades, ils restent chez eux. Ils ont des équipes qui les suivent par téléphone et qui viennent les voir quand ils ont besoin de soins. Et là, c'est vraiment, à Nouakchott, c'était spectaculaire. Ils ont été très bien pris en charge parce qu'il y avait des équipes mobiles qui venaient, qui avaient les adresses de tous les... Par exemple, moi, je m'occupais de Nouakchott-Ouest. Il y avait le XAR, il y avait Tevrak Zeyne, c'est-à-dire la polyclinique, et il y avait le centre de santé de Sepra. Mais il y avait des équipes qui étaient là-bas avec des ambulances qui étaient mobiles et qui intervenaient chaque fois qu'ils ont l'adresse du malade. Et chaque fois qu'on téléphone, ils viennent et ils donnent des médicaments surtout, parce qu'il y avait des médicaments à donner, il y avait des zinc, il y avait il y avait un suivi. Un protocole. Il y avait un protocole et il était très, très bien suivi. Et là, vraiment, je dis que c'est la première fois vraiment qu'on voit le sérieux du ministère de la Santé, le sérieux dans la prise en charge. Parce que on reviendra sûrement après sur le plan d'action du ministère qui nous a été vraiment bien transmis. C'est l'occasion d'ailleurs de parler du plan. Vous nous en donnez les grandes lignes? Alors, les grandes lignes du plan d'action, quand on a constitué les commissions, on a eu, chaque soir, il y avait une conférence. C'est-à-dire pas un Zoom comme ici, un Zoom, à distance, chacun dans son coin. C'est-à-dire c'était entre les ministres et le ministre de la secrétaire générale et les chefs d'équipe. C'est-à-dire les chefs d'équipe régionales, les commissions régionales. Et on faisait d'abord les débriefings. C'est quoi un chef d'équipe régionale? C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis responsable de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Il y a, par exemple, Hamoud qui est responsable de la wilaya du Brakna,
du 13. Il y a Mohamed Lemine qui est au Tagan, je pense bien. Il y a un autre qui est au House, je pense que c'est Donc il y avait une visioconférence chaque soir. Voilà, il y avait une visio... Oui, vous pouvez l'appeler comme ça, mais c'était un Zoom. Le système Zoom actuel. Chacun de nous, on prenait d'abord le point de presse. L'école n'a pas encore parlé, on devait parler. Oui, le point de presse de l'après-midi. Voilà, de l'après-midi, c'est une synthèse de la journée. Donc cette synthèse, on va la prendre comme débriefing. On va faire un débriefing, on va voir les points faibles, où sont les wilayas qui n'ont pas été très actifs. Et le ministère va attirer l'attention de ses responsables, parce que le responsable n'est pas seul. Il y a les wali, il y a les hakem, il y a les, comme je vous avais dit, il y a les directeurs régionaux de la santé, qui travaillent avec lui. Et là, on attire l'attention de ce chef d'équipe ou de ce chef de commission qu'il y a un problème. Par exemple, les vaccinations, le nombre de vaccinés, la vaccination n'a pas été très important aujourd'hui. Les tests, par exemple, en cas de pic de pandémie, il faut aller contrôler les tests. C'est très important. Donc, on n'a pas fait assez de tests. Donc, il faut sensibiliser pour les tests. Il faut sensibiliser demain. On doit sensibiliser pour les tests. Et là, à la suite de petits problèmes, on a ouvert des sites, carrément des sites. Il y avait un site, par exemple, à Nouakchott, il y avait un site à Nourta Sakhina, il y avait un site au marché du 5e, il y avait un site au Ksar, au marché du Ksar, il y avait partout, il y avait des sites où on incitait les gens, on sensibilisait les gens sur la vaccination, sur le dépistage, mais on faisait la vaccination et le dépistage au niveau de ces sites. Donc, c'était un travail qui était très lourd, qui était très difficile, mais qui a été très bien fait. Mais je pense que c'est la critique du ministère, c'est la critique, l'autocritique qui nous a permis de réussir. C'est-à-dire que chacun, on lui dit ses points faibles, il n'a pas honte, il n'est pas touché, il n'est pas blessé. Il ne se gêne pas. Oui, il ne se gêne pas. Voilà, on travaillait dans un climat collégial. Tout le monde est là. Même le ministère était avec nous. On parlait comme on voulait à lui. Quand on avait quelque chose à lui dire, on dit oui, voilà, monsieur le ministre, on n'est pas d'accord sur ce point, on n'est pas d'accord. Vous aussi, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Et il l'entendait bien, il nous donnait des recommandations. Et je pense que c'est comme ça qu'on avait bien travaillé. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le point de presse du ministère de la Santé, du directeur général de la Santé? À quoi ça servait, honnêtement? Le point de presse. Mais je vous ai dit que c'est une synthèse d'un travail de 24 heures. Et ça permet au ministère de s'auto-évaluer. Et comment vous rassembliez les éléments? Les éléments, nous, on a le point de presse, chaque jour, il sort. Et il s'affiche sur nos écrans. Chaque chef d'équipe envoyait déjà les informations dont il dispose, la vaccination, le test. Avant 17 heures, les résultats sont envoyés. Avant 15 heures, les résultats sont envoyés. Et ils sont pris, ils sont traités sur l'ordinateur. Et on fait sortir le travail que vous voyez chaque jour. Vous voyez des courbes, des diagrammes. Et là, vous allez voir la région qui est la plus touchée. Le nombre de positivités est très important. Le nombre de décès. Pourquoi il y a eu tant de décès? Il faut voir. On va faire un audit au niveau des hôpitaux. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est la première fois que ça se fait en Mauritanie. C'était transparent. Ah oui, c'est la transparence, parce que la politique d'abord du gouvernement, c'est la transparence. Donc, le ministère, il fait partie du gouvernement, donc il applique cette politique de transparence et ça va très bien. Parce que c'est cette transparence qui nous a permis de travailler, parce que quand on sait qu'on est jugé devant tout l'écran, devant tous les gens qui sont les observateurs, donc on est obligé de bien travailler ce qu'on fait, on doit l'améliorer, on doit le faire bien pour qu'il n'y ait pas... Donc on peut dire que le point de presse n'était pas seulement destiné à la population. Il était destiné à la population, mais il était aussi destiné à nous permettre de faire un débriefing et de prendre des mesures s'il y a en fonction des wilayas qui sont... Dites-moi, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes spécialiste... Moi, je suis pédiatre. En pédiatrie. Je suis enseignante à la faculté de médecine. Ce qui fait que la question qui me passe à l'esprit est de savoir que il y a eu, dans un premier temps, on a dit que les enfants n'étaient pas touchés par la pandémie. Voilà. Plus tard, on a dit qu'ils ne la transmettaient pas. Et après, on a dit qu'il faut même les vacciner. Non, c'est-à-dire que les enfants... personnellement, j'ai eu beaucoup d'enfants, je consulte des enfants, j'ai eu beaucoup d'enfants et je pense que j'ai attiré l'attention de notre groupe, que j'ai eu des enfants. Le ministre m'avait demandé de faire un petit rapport sur les cas que nous avons. Il y a eu un décès, je pense que c'était à Kaïdi, je
pense que c'était à Kaidi, je me rappelle bien si mes souvenirs sont ça. Mais moi, j'ai reçu des malades et qui m'inquiétaient un peu, avec des problèmes respiratoires. J'ai demandé, c'était des nouveau-nés. Et le malade qui était décédé, c'était un nouveau-né de 7 jours. Alors, on a demandé, par exemple, j'ai demandé à chaque enfant qui venait avec des signes vraiment évocateurs d'un Omicron, de l'envoyer faire son test. Et j'ai eu 3 positifs. Et là, ce n'est pas les enfants, mais ce n'était pas grave. En fait, la prise en charge était tellement facile et les malades répondaient rapidement au traitement. Je me rappelle qu'il y a eu 2 enfants qui ont resté l'oxygène pour 24 heures seulement. Puis après, ils sont sortis, ils sont là, ils sont en bon état général. Je les ai suivis après leur sortie, ils sont en bon état général. Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'il fallait quand même un peu élargir la couverture vaccinale, l'élargir de 12 ans à 17 ans. Et ça aussi, ça a suscité beaucoup de pourquoi on n'a pas vacciné les enfants plus de bas âge. Non, parce qu'ils n'ont pas posé de problème. Mais il fallait quand même profiter de l'ouverture des écoles pour vacciner les enfants de 12 à 17 ans. Et ça a été fait. Moi, je pense que c'est booster un peu l'immunité des enfants. Et c'est une très bonne chose pour les protéger après. C'est-à-dire que vous me confirmez ici que les enfants peuvent être atteints de la Covid-19 et ils peuvent aussi la transmettre. Non, mais je vous ai dit que, est-ce que c'est eux qui ont transmis? C'est peut-être leurs parents, parce que les enfants que nous avons reçus, c'est leurs parents qui leur ont transmis, qui étaient déjà covidés. Donc, je pense, c'est que je peux vous dire que quelques enfants ont été atteints, mais c'est pas si grave que ça, comme ceux des adultes. Les adultes, quand même, les signes étaient plus parlants, étaient un peu plus dangereux que pour les enfants. Je vous ai dit qu'ils ont répondu rapidement au traitement. Et pour revenir un peu sur le plan d'action, parce qu'au début, la vaccination a commencé par le personnel de santé et les membres du gouvernement. Comment expliquer ça à l'opinion nationale qui vous regarde maintenant? Mais c'est normal. Mais les personnes de santé, ils sont au front. Ils sont sur le front. Exposés. Ils sont sur le front. Ils sont les exposés, les premiers exposés. Donc, si on ne les vaccine pas, on va les mettre à risque et puis on peut en perdre, comme on a déjà perdu dans les crimes Congo, les fièvres hémorragiques des années 90. On a perdu un médecin, on a perdu des infirmiers. C'était triste. Moi, je me rappelle le médecin qu'on avait. Donc, il faut d'abord protéger le personnel médical. Et puis après, c'est lui qui va protéger les autres. C'est lui qui va sensibiliser. C'est lui qui va prendre en charge. Donc, si on ne le protège pas, ça veut dire qu'on n'affronte pas la guerre. On n'est pas sur le front. Ou bien on est mal préparé au front. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'effectivement, au niveau du ministère de la Santé, il y a des coordinations avec d'autres départements similaires dans la sous-région ou au niveau international pour échange d'expériences, etc.? En fait, il y a eu des problèmes. L'OMS, le ministère de la Santé, à ma connaissance, il travaille avec l'OMS et l'UNICEF sur le problème du Covid. Il a beaucoup travaillé, l'OMS a appuyé, l'UNICEF a appuyé. Il y a eu des formations, il y a eu des informations, recevoir des informations, il y a eu un échange d'expériences, de prise en charge dans ce Covid, surtout dans la sous-région. Donc, on est obligé de travailler avec, parce que c'est une pandémie. Et le virus n'a pas commencé chez nous. Le virus a commencé en Chine. Ailleurs. Il s'est aggravé aux États-Unis, en Europe. Donc, ces pays sont déjà très développés et ils ont fait des recherches rapides, parce que là c'est pas comme les autres maladies qui prennent 100 ans pour les expériences. Ici, l'expérience est rapide. C'est que chaque semaine, nous avons un protocole. Chaque semaine, nous avons des nouveaux cas qui sont un peu plus spécifiques que les autres. Donc, ce n'est pas... on est obligé de travailler avec les autres, et je pense que les comités scientifiques ont beaucoup travaillé avec l'expérience des autres étrangers. Les protocoles qui ont été utilisés pour soigner la Covid ici sont des protocoles standards au niveau d'autres pays? Oui, mais c'est-à-dire qu'on modifie un peu en fonction des conditions. Nous, par exemple, nous sommes limités dans les respirateurs, nous ne sommes pas limités dans l'oxygène. L'oxygène a été très bien préparé, il y a eu des centrales d'oxygène, il y a eu des bouteilles d'oxygène qui ont été distribuées dans les régions où il n'y avait pas de centrales d'oxygène. Et là, vraiment, je pense que même l'utilisation était vraiment
très en deçà de ce qu'on... Donc, à aucun moment, nous n'avons été débordés. Non, pas pour cette campagne. Les moyens étaient là suffisants. Pas pour cette variante et pas pour cette vague, la dernière vague. Pour la première, il y a eu des problèmes. Mais relativement par rapport aux autres pays qui étaient plus préparés que nous. Mais pour cette variante, non, ça a été très bien jugulé. Il n'y a pas eu de débordement, comme vous disiez tout de suite, mais à la première vague, c'était inattendu et c'était une surprise. Et on n'avait pas suffisamment de moyens de formation du personnel. On a fait 48 heures pour se préparer. 48 heures, on était surpris par la rapidité de l'extension, la rapidité de l'invasion du virus. Mais en 48 heures, c'est fini. Là, le poste était là et on pouvait déjà les gens sont contenir. prêts, tout est prêt, les hôpitaux sont prêts, les centres de santé sont prêts, il y a eu des sites de vaccination, la sensibilisation pour le dépistage, surtout. C'était le dépistage qui était plus important. Il est disponible où il était le dépistage? Il était disponible il y avait des sites, on a ouvert des sites. Par exemple, j'ai eu le carrefour ou bien le rond-point de la BMD, par exemple, il y avait un site. Au niveau des points chauds, du point chaud de Nokata Sakhine, à côté de la mosquée saoudienne, il y avait un site. Au niveau du marché d'Iksar, il y avait un site. À Théâtre, il y avait des sites. Il y avait beaucoup de sites. Et au niveau des centres de santé aussi. Chaque centre de santé était un site de dépistage et de vaccination, mais aussi de sensibilisation. C'est-à-dire, on fait en même temps on sensibilise. Par exemple, moi, je me rappelle, j'ai venu au carrefour de la BM2, mais j'ai demandé aux gens, j'avais le micro, j'ai demandé aux passants de venir se dépister et de se vacciner s'il y a besoin. Et là, la plupart ont fait ça. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, je disais non, on ne se vaccine pas, ça, c'est pas vrai. Mais heureusement, c'est une minorité. Mais bien sûr, heureusement, parce que sinon ça serait la catastrophe. Non, mais c'était une réussite parce que vraiment, on a beaucoup travaillé pour ça. Pour revenir sur le plan d'action du gouvernement, pour le détailler un peu plus, parce qu'il faut est-ce qu'il y avait ça se faisait, c'est-à-dire que le ministère de la Santé travaille en collaboration avec d'autres départements ou bien seulement uniquement avec l'OMS? Oui, tout ça, il y a un comité interministériel. Oui. Et chaque ministère travaille en fonction de son devoir, ses capacités, ce qu'il doit faire. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, on lui dit, voilà, vous stoppez le passage ici entre telle ville ou telle ville, vous essayez de nous contrôler, par exemple, la rive de Rosso, de contrôler un peu la frontière avec le Mali, les voitures qui entrent, les grandes voitures qui entrent du Maroc. Tout ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Hydraulique, par exemple, il faut protéger l'eau, il faut essayer de contrôler l'eau, il faut essayer de... Ça, à chaque ministère son rôle qui lui est dévolu, et c'est un rôle, et puis la primature, c'est elle qui coiffe tout. Donc, et monsieur le président a œil sur ça. Je crois que les réunions étaient encore plus nombreuses, plus rapprochées, voilà, plus rapprochées, parce qu'il fallait, parce que chaque fois, il y a un problème qu'il faut régler. Donc, on ne peut le régler que par la réunion interministérielle chargée du Covid, la gestion Covid. Les équipes qui étaient chargées de la sensibilisation, est-ce que ce sont les mêmes équipes ou dans une équipe on trouve des gens qui sont chargés de la sensibilisation et d'autres de la vaccination et d'autres qui sont du dépistage? Vous savez, nous, quand on a désigné les commissions, on a dit que chaque chef de mission doit se réunir, être en contact avec les autorités administratives, les autorités municipales, c'est-à-dire les élus, mais aussi la société civile. Et ça, c'est des gens qui ont leur cartographie, qui ont leur plan de travail, qui savent là où comment il faut agir. Et c'est surtout la société civile ça, c'est le rôle de la société civile. Le Wali, il leur fournit les moyens, il les met dans les conditions. Et eux, ils travaillent sur ça. Ils ont des équipes qui sont déjà préparées depuis très longtemps, et qui agissent, qui ont agi rapidement dans cette pandémie. On remarque, suivant le point de presse de la direction de la santé, que les nombres de cas sont pratiquement inexistants. Parfois, on a 0 cas. On a 3 cas, parfois 2 cas, des fois on a 0 cas. Non, mais incontestablement, par rapport même à la sous-région, la Mauritanie est presque vide du Covid, hein, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire que la Covid, c'est déjà derrière nous? Si elle n'est pas derrière nous, elle est juste
à l'épaule, mais en tout cas, elle est presque derrière nous. Mais moi, je pense que cette Covid, c'était une leçon pour nous, pour la Mauritanie, d'avoir de bonnes habitudes. Nous étions une mêlée. On vit dans notre culture, on vit dans une mêlée. Et la Covid et la sensibilisation, le ministère, tous les efforts du ministère de la Santé ont permis à ce que la famille soit plus organisée, soit plus se débarrasser un peu de certaines cultures de visites, les visiteurs à n'importe quel moment, les accolades, se laver par exemple les mains avant d'entrer. De manière régulière aussi. Des manières qui sont vraiment hygiéniques, sanitaires, et qui actuellement, c'est devenu quelque chose d'automatique. Moi, je vois dans des familles, quand on vient, la personne, elle va laver ses mains avant de s'asseoir. Et puis, elle prend ses distances, surtout par rapport aux sujets âgés, aux sujets vulnérables. Elle ne s'approche pas, il n'y a plus d'accolade, c'est fini, ça c'est du passé. Donc, je pense que si on continue comme ça, on pourra toujours affronter les... Vous ne remarquez pas qu'il y a un relâchement des mesures barrières? Non, en fait, des mesures barrières, il y a eu même un relâchement pendant la Covid, parce que je vous dis que dans notre culture, même si les autorités administratives n'ont épargné aucun effort, mais il y avait toujours ces salles de fête. Quand on a interdit les salles de fête, on a commencé à la maison, le jour et à la maison aussi. Ça, c'est des choses qu'on a difficilement pu maîtriser, mais on ne les a même pas maîtrisées. Mais quand même, ça a diminué, ce n'est plus comme avant. Mais il y a d'autres habitudes qui ont disparu. Les habitudes par exemple, les centres de jeux qui ont fermé. Il y a les restaurants, la plupart des restaurants ont fermé parce qu'on ne peut pas se permettre les attroupements. Et les gens cultivés, les gens avertis ne se permettent plus ce genre de choses parce que c'est fini, c'est devenu quelque chose en tout cas pour la plupart des gens. Avant la prise en charge, il y avait d'abord le dépistage. Quand il y a eu la fièvre hémorragique, à un moment donné, il y a eu tellement les gens ne pouvaient pas distinguer entre... À un moment donné, il y a eu un flottement parce qu'on ne savait pas si quelqu'un tombait malade, si c'était la fièvre hémorragique, si c'était la dengue ou bien si c'était la Covid. Il a fallu trouver des méthodes. La fièvre hémorragique, c'est quand le malade, il y a une fièvre et le malade saigne. Ça, c'est très rare dans le Covid. Et la fièvre hémorragique, elle est fièvre hémorragique jusqu'à preuve de contraire. Même si c'est dengue, on doit considérer que c'est une fièvre hémorragique. Qui dit dengue, c'est une fièvre hémorragique. Mais elle n'est pas si importante, c'est plus si dangereuse que le Crimée-Congo. Le Crimée-Congo, il est plus dangereux. Mais quand, les années 90, on a su comment prendre en charge le Crimée-Congo, c'est fini. Les plaquettes sont là, le plasma frais est là. Donc, le centre, on a un centre de transfusion qui est très à la haute, qui est très équipé, il répond aux normes, et le sang est disponible. Il y a le volontariat qui joue un rôle extrêmement, surtout au ministère de la Jeunesse, les mosquées, ils ont joué un grand rôle dans la fièvre du Crimée-Congo des années 90. Et maintenant, heureusement, on a eu 3 ou 4 cas, on n'a pas eu beaucoup de cas, mais chaque cas est dangereux, est considéré dangereux. Chaque fièvre hémorragique est considérée comme une fièvre hémorragique Crimée-Congo jusqu'à preuve, ou même, bon, je ne dirais pas Ebola, jusqu'à preuve de contraire. D'accord, jusqu'à ce qu'on élimine un Crimée-Congo, on passe aux autres. La dengue, on l'a eu beaucoup, elle a fait beaucoup de dégâts, mais heureusement, il n'y a pas eu de mort. Et c'est ça qui est important. L'important, c'est épargner les vies, d'abord. Donc, c'est à peu près... Non, c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. La fièvre hémorragique nous a fait peur, mais il n'y a pas eu beaucoup de gens. Ils ont été très bien pris en charge parce qu'il y avait des médecins. Moi, je me rappelle, il y a un médecin qui est à l'Amitié, c'est Jed. Il a travaillé avec nous en les années 90 à l'hôpital national, sur le Crimée-Congo. Donc, il avait une expérience. Les gens étaient avertis. Dès qu'ils ont eu un cas, ça y est, ils ont fermé les frontières. Ils ont commencé à contrôler tous les gens qui viennent et de suivre les traces des malades atteints de Crimée-Congo. C'est à peu près la même chose pour les cas communautaires ici, oui, pour la Covid. Absolument. Parce qu'à un moment donné, il fallait... Au début, mais après, c'est devenu communautaire. C'est plus quelque chose qui peut être suivi. Mais au début, on suivait le malade jusqu'à sa rentrée de la frontière ou ce qu'il a
attrapé, qui il a rencontré. contacté, est-ce qu'il n'a pas quels sont les transmis le virus contacts, à telle ou telle personne? Ça, c'était une très bonne chose. En fait, ça rentre dans le cadre des prises en charge de la pandémie, des prises en charge des infections, les épidémies, les pandémies, tout ça, ça rentre dans leur cadre. Il faut suivre les malades. L'Ebola, par exemple, moi je me rappelle une fois, il y a eu un malade qui était venu au Sénégal, mais on l'a suivi jusqu'en Guinée. Il venait de Guinée. Il y avait des cas d'Ebola et il est revenu. Et tous les contacts ont été convoqués, ils ont été mis en confinement, en quarantaine, jusqu'à ce qu'ils ont... Ça, c'est une très bonne chose. Ça rentre dans les protocoles des pandémies et c'est très important. Quels sont aujourd'hui les centres les mieux équipés pour faire face à la pandémie de la Covid-19? Moi, je pense que tous les hôpitaux, par exemple, actuellement, sont très bien équipés. Hamed, plutôt, comment il s'appelle, Khalifa, il est très bien équipé, l'hôpital national. Là où il y a une centrale d'oxygène, il y a des respirateurs, il y a des lits médicalisés, ils sont bien équipés. La cardiologie même. Il n'y a pas un hôpital vers lequel on dirige les malades atteints de la Covid-19? Non, il y a un centre de Covid-19 à l'hôpital national. Mais quand le Covid-19 est intriqué ou la cardiologie est impliquée au Covid-19, on l'envoie directement en cardiologie. Il y a une zone qui a été réservée aux malades Covid, à la réanimation, qui sont spéciales de malades Covid. L'hôpital national aussi, il y a des Khalifa, il est uniquement réservé au Covid. Et puis il y a des épidémiologistes qui ont très bien travaillé, qui sont devenus très expérimentés parce qu'ils ont géré la première vague, la deuxième vague, c'est devenu quelque chose de très simple pour eux. Quand ils ont les moyens, ils ont l'expérience maintenant. Puis ils peuvent faire face à n'importe quel. Puis les réanimateurs, il y a plein de réanimateurs qui ont les techniciens, les réanimateurs d'abord, et puis les techniciens de réanimation qui étaient là, qui ont bien travaillé. Donc dans un plan d'action maintenant pour faire face à la Covid-19, on a besoin de réanimateurs, on a besoin d'épidémiologistes. Épidémiologistes, oui. On a besoin d'oxygène, on a besoin de lits médicalisés, on a besoin de beaucoup de choses. Et tout cela est disponible en quantité suffisante aujourd'hui. Absolument. En tout cas, pour la dernière vague, il s'est avéré que vraiment le système sanitaire en Mauritanie est solide. On parle maintenant on ne peut pas dire qu'il faut améliorer, mais quand même, il a joué un très grand rôle. Il a montré qu'il était capable de... Puis les personnels de la santé, ils étaient ils étaient aux normes et ils étaient vraiment à la hauteur de la pandémie. Donc, je pense qu'avec tout ça, on ne peut pas dire que la Mauritanie n'a pas réussi la prise en charge. C'est ce qui explique la satisfaction du ministère de la Santé dans son point de presse. C'est normal, mais c'est lui l'acteur de cette... Mais je ne jette pas des fleurs. D'ailleurs, ce n'est pas dans mes habitudes de jeter des fleurs, je suis plutôt le contraire. Mais j'ai travaillé avec lui durant toute cette vague. J'ai trouvé quelqu'un qui est très compétent en santé publique, qui est posé, qui respecte les gens, qui travaille avec eux, il les encourage, qui travaille avec eux, il veille avec nous, il travaille toute la journée, et puis le soir, il est avec nous, et il nous donne des consignes, il nous donne des conseils, des consignes et des conseils. Et vraiment, il travaillait très bien avant de venir, surtout le point de presse. Et puis, il était là, il était préparé. Et c'est lui qui nous orientait. Et on travaillait avec ça. Il nous permettait... L'autocritique est très importante. Quand on se permet la critique, on peut changer quelque chose. Et c'est comme ça qu'il a changé les choses. On accepte ses faiblesses et on essaie de les améliorer. Et puis on encourage les plus méritants. On encourage les gens les plus méritants, comme vous l'avez dit. C'est une très bonne chose. En tout cas, moi je pense qu'ils étaient tous méritants. Ils étaient tous méritants. Il y a des gens qui disent qu'il y a une immunité africaine. Est-ce que c'est vrai que la Covid a été moins forte en Afrique qu'ailleurs dans le monde? C'est très logique. Parce que vous savez, il y a une sélection naturelle des Africains à la naissance. C'est très logique parce que l'Afrique a été la moins touchée. Les gens pensaient que l'Afrique allait disparaître avec la première vague. La première vague n'a presque pas fait de dégâts en Afrique par rapport à la Chine, par rapport à l'Europe, par rapport à l'Amérique. L'Afrique a été la moins touchée. Cette vague aussi, c'est la même chose. Donc, on peut dire que c'est des gens qui sont en contact avec tous les germes. Nous, les Africains, sommes en contact avec tous les germes. Et nous sommes immunisés, naturellement immunisés.
Et je pense que c'est très logique. Je ne peux pas vous le confirmer, mais c'est très logique quand même. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les personnes les plus exposées? Les personnes les plus COVID-19. exposées, ce sont les personnes vulnérables. Il y a les déficits immunitaires. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle déficit immunitaire acquis et déficit immunitaire primitif. Il y a des gens qui sont nés génétiquement avec des déficits immunitaires. Donc, ils sont très sensibles à tout germe. Il y a les déficits immunitaires acquis aussi qui sont sensibles. Mais il y a les sujets vulnérables normaux. Il y a les diabétiques, il y a les sujets âgés, il y a les diabétiques, il y a les hypertendus, les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est des gens qui sont très, très, très vulnérables. Et c'est eux, en général, qui doivent être vaccinés en premier, sauf bien sûr, non, je ne parle pas des sujets immunodéprimés, mais les sujets âgés doivent être vaccinés. Ils doivent être vaccinés pour se protéger contre les... Docteur Zainabou, l'émission qui touche sa fin, je voudrais vous tendre le micro si vous avez un message à faire passer avant qu'on ne termine. D'accord. Moi, je remercie la télévision, mais aussi je félicite le ministère de la Santé pour le travail qu'il a fait durant cette dernière vague qui est l'Omicron, pour le travail stable, calme, posé, aussi le travail d'un expert. Ça se voyait vraiment que le ministre était un expert, sans cinéma, sans théâtre. Il a travaillé calmement, silencieusement, et il a pu, avec l'équipe qu'il a entourée, juguler cette pandémie. Je remercie aussi les autorités administratives, les autorités municipales. Toutes les autorités ont travaillé dans ce domaine. Je remercie bien sûr le gouvernement avec le comité ministériel qui a aussi bien travaillé parce qu'ils ont mis à disposition des moyens pour travailler. On ne peut pas travailler sans les moyens. Et les moyens ont été mis. Les centres, les services de la santé actuellement sont disponibles, sont prêts à recevoir tout genre de pandémie. Ce sera donc le mot de la fin. Chers téléspectateurs, je rappelle que j'avais comme invité dans cette émission le Dr Zainabou Thaïdi, qui est inspectrice au ministère de la Santé. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, je vous retrouverai, Inch'Allah, bientôt. En attendant, continuez de suivre les émissions de votre chaîne préférée, Al Mauritanie. Et à bientôt, Inch'Allah.